CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément client, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine RTI Money qui vous plonge dans les coulisses de la banque, des assurances et des finances. Et ce soir, comme tous les mercredis soirs, je suis en compagnie de mon équipe de chroniqueurs et je vais commencer par Soraya qui va nous dire tout de suite ce qu'elle a prévu pour nous ce soir. Alors Justine, ce soir, je vais vous parler de ce qu'on appelle le leasing ou plutôt la location-vente et je vous en dis plus tout à l'heure. Ça marche. Et Christelle, vous allez nous parler d'un business, mais lequel? Alors je vais vous parler du business autour d'un accessoire indispensable de la femme. Monsieur Chiffre Landry, lui, qui nous décrypte les chiffres de l'actualité. Quel est le chiffre de la semaine? Il s'agit de l'Anacard, dont la production de la Côte d'Ivoire a dépassé les 800 000 tonnes. Les détails dans quelques instants. Merci Landry. RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique de décryptage du jargon de la banque, de l'assurance ou de la finance. Ce soir, focus sur la notion de réassurance. Et bien évidemment, en fin d'émission, je recevrai pour vous l'invité cash, Youssouf Fadiga, directeur général de la Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire. Pour l'instant, c'est l'heure de la première rubrique de cette émission, Éco-Chiffres. Alors Landry, ce soir, vous nous parlez du boom dans la filière de l'Anacard en Côte d'Ivoire. Oui, un boom en Côte d'Ivoire comme dans le reste de l'Afrique parce que depuis quelques années, l'Afrique est en tête au niveau de l'approvisionnement mondial de la noix de cajou grâce à la Côte d'Ivoire et qui a vu sa production plus que doubler en une décennie. On parle de 350 000 tonnes en 2010 à plus de 800 000 tonnes en 2020. C'est un record qui permet à la Côte d'Ivoire d'être leader dans la zone ouest africaine mais aussi dans le monde. Quand on fait une comparaison avec les pays de la région, la Côte d'Ivoire est devant le Bénin qui a une capacité de production de 300 000 tonnes, le Nigeria 200 000 tonnes, le Ghana 100 000 tonnes et le Mali 80 000 tonnes. Alors la Côte d'Ivoire, championne du monde d'Anacard en matière de production, mais qu'en est-il de la transformation? Si ce statut permet à la Côte d'Ivoire d'être incontournable dans le domaine de la fourniture de la matière première, ce n'est pas le cas en ce qui concerne la transformation, parce que selon le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, la Côte d'Ivoire a un taux de transformation qui s'établit à 12,5% à l'issue de l'année 2020, un chiffre qui est bien peu comparativement aux autres pays concurrents sur le plan international. Je pense à l'Inde qui a une capacité de transformation de plus de 60% et au Vietnam une capacité de transformation de plus de 40%. Et quelle est la place de cette filière-là dans l'économie de la Côte d'Ivoire d'abord et ensuite sur le plan international? Alors l'Anacard fait partie de la grande famille de l'agriculture ivoirienne qui pèse pour 22% dans le PIB de la Côte d'Ivoire avec plus de 250 000 producteurs qui sont repartis sur une vingtaine de coopératives sur toute l'étendue du territoire. L'Anacard ivoirien brasse des centaines de milliards de francs CFA chaque année en termes de chiffre d'affaires et malgré la crise sanitaire qui a confiné l'économie mondiale, la filière a vu son chiffre d'affaires s'établir à plus de 336 milliards de francs CFA pour l'année 2020. Quelles sont les perspectives alors de cette filière-là? Toutes les mesures ont été prises afin de dynamiser la filière avec la création d'un centre d'innovation qui est spécialement dédié à la transformation et au traitement de la noix de cajou, de sorte à rehausser le niveau de transformation de l'Anacard à hauteur de 100% à l'horizon 2025. Il y a eu une modernisation de la commercialisation, la préparation et l'adaptation des industries de transformation et leur environnement au marché international, de sorte à bien positionner l'Anacard ivoirien. Donc, on espère pour la Côte d'Ivoire qu'elle maintiendra ce cap-là dans les prochaines années. Merci Landry. Et on poursuit cette émission avec notre prochaine rubrique, celle qui nous fait découvrir des profils pour en comprendre leur business. C'est parti pour le 24 heures avec. Christelle, vous nous parliez d'un accessoire chic, dites-nous. Alors ce soir, on va parler maroquinerie artisanale, qui est un business de plus en plus en vogue en ce moment. Alors de plus en plus, les femmes et même les hommes préfèrent arborer des sacs faits à base de matériaux africains comme le pain tissé ou encore fait à base du célèbre wax hollandais, le tout orné de bijoux traditionnels. Alors c'est une vague sur laquelle certains entrepreneurs ont décidé de surfer et c'est le cas de Alice Niapa, fondatrice d'une marque qui se positionne aujourd'hui comme une référence sur le marché. Je l'ai suivie toute une journée pour comprendre cette tendance. On regarde. Les premiers modèles, au fur et à mesure que tu utilises, il y a des petits trucs blancs qui sortent.
Donc il a dit de prendre quelque chose de meilleure qualité encore. Un fille, on connaît ça, la même fait la double. Derrière sa machine à coudre, Alice Niapa travaille sur un des sacs phares de sa collection. Des sacs en cuir mélangés à des tissus épagnes africains. Voici la spécialité de la jeune femme qui est à la tête d'une des marques ivoiriennes les plus en vogue du moment. Si on sort tout à l'heure, toutes les femmes qu'on va voir, sur 5 femmes, 5 ont un sac à main. Donc ça veut dire que le besoin est là. Si on arrive à faire des sacs à main de bonne qualité, à différentes bourses, afin que chacune des femmes puisse se sentir là-dedans, on va vendre énormément. La maroquinerie en Afrique est un marché vaste. Sa passion pour le dessin, la jeune femme de 22 ans a su la transformer en un business. De sa première machine de maison achetée à 70 000 francs CFA en 2017, à une unité de production avec des machines à coudre professionnelles allant jusqu'à 500 000 francs CFA l'unité et une équipe de 10 employés en plus des prestataires externes. Alice produit aujourd'hui près de 400 sacs par mois et surfe sur le potentiel du marché du sac à main Made in Africa. Là, actuellement, je suis en train de voir comment on peut améliorer notre sac à bas. On veut mettre un peu de jeans sur les côtés. On veut mettre une fermeture zippée à l'intérieur. Ce qui maintient une entreprise dans le temps, c'est l'innovation. Une entreprise qui n'innove pas, ils vont acheter, les gens vont se dégoûter. Lorsque quelqu'un d'autre va proposer meilleur, ils vont aller. Alors que quand tu leur fournis et la qualité, et l'innovation, et l'amélioration, les clients, ils te veulent que toi, quoi. Même si quelqu'un voit quelque chose, ils vont acheter, mais ils vont toujours revenir. Direction le marché d'Adjamé, où Alice vient s'approvisionner pour réaliser le sac qu'elle vient d'imaginer. C'est ici qu'elle achète une bonne partie des tissus épagnes qu'elle utilise pour ses sacs. Bonjour. Comment vous allez? Aujourd'hui, je suis là pour les tissus jeans. Vous en avez? Oui, j'ai le jean. Le jean de bonne qualité. Je peux voir? Oui. Dans ce magasin où elle a ses habitudes, Alice flâne et repère de nouveaux tissus pour constamment se réinventer. Des achats pour lesquels elle peut dépenser parfois jusqu'à 500 000 francs CFA. C'est super top, j'aime beaucoup. Je veux ça. Je veux 4 mètres. 4 mètres de ça. Et il y a ce bleu là aussi que j'aime beaucoup. Je peux prendre jusqu'à 7 000 francs CFA pour un petit sac de 15 000. Et après, je vais maintenant ajouter tout ce qui est dépenses, le nombre d'employés, la couture, etc. Cette année, on est en provision peut-être 150 millions. L'année prochaine, on se voit faire 300 millions peut-être de chiffre d'affaires. Peut-être un 500, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans sa boutique située aux 2 plateaux, une cinquantaine de sacs exposés, des sacs montés à la main pour la plupart et dont le prix varie entre 15 000 et 150 000 francs CFA. Avec le boom de la maroquinerie artisanale africaine, Alice arrive à vendre une centaine de sacs par semaine. Diplômée en marketing et développement des marques, elle a su positionner son business. Pour preuve, Alice vient de lancer une collection de sacs édition limitée au prix de 1 million de francs CFA, un record pour une marque ivoirienne, qu'elle compte bien exporter en ouvrant bientôt des boutiques sur le continent. Ça me met quand même à un autre level. Pour 15 000 francs, on a des clients de 15 000. Pour 30 000, on a des clients de 30 000. 50 000, 150 000, on a des clients d'1 million. Ça veut dire que la limite, en fait, c'est l'entreprise qui l'a créée. Je ne me suis pas réveillée un bon matin, non, je vais faire un sac d'1 million, non. J'ai bien vu qu'autour de moi, il y avait des personnes capables d'acheter. Et justement, dans la boutique, Blanche n'en est pas à son premier achat. Elle aussi entrepreneur, elle a flashé sur la dernière collection. Celui-ci, il a combien? 35 000. 35 000. Est-ce que vous acceptez les paiements par 4? À son bras, un des 3 sacs de la marque qu'elle possède déjà et pour lesquels elle a dépensé pas moins de 200 000 francs CFA. Si elle a un budget bien défini, devant ses créations artisanales, rien n'est plus sûr. Pour l'instant, je me base sur 60 000. Après, c'est en jamais. On peut arriver et puis progresser parce que sa nouvelle collection est ouf. Pourquoi est-ce que ça mérite autant d'argent? Je dirais déjà que c'est la personne derrière. Le travail abattu depuis, sa ténacité. C'est pas que le produit que tu achètes en fait. Tu achètes tout le travail qu'elle a abattu derrière. C'est vraiment ça. Pour la fin de journée, rendez-vous dans un des hôtels les plus luxueux de la capitale ivoirienne. C'est ici qu'Alice a donné rendez-vous à quelques-unes de ses clientes pour un lancement spécial, celui de son parfum. Le prix, 30 000 francs CFA. Pour la majorité des personnes ici, vous participez à une simple cérémonie de lancement d'un parfum.
Mais moi, ce que je vois, c'est le début de l'ascension d'une marque qui deviendra bientôt une référence sur tout le continent. Après ces sacs, des parfums qui s'arrachent cette nuit-là comme des petits pains, ce qui augure d'un bel avenir pour celles qui se voient comme le Gucci africain. Et on constate ici un intérêt grandissant pour l'artisanat africain. Est-ce qu'il y a d'autres créateurs comme ça qui sont en vogue aussi ? Effectivement, ici en Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons Tos by Tos qui s'illustre avec des sacs et des chaussures faits à base de wax. On a aussi Elle Création qui, elle, propose des sacs faits à base de toile de jute. Et au Sénégal, nous avons la marque Paul L qui s'illustre par la créativité de ses produits, mais aussi par ses finitions impeccables. Que représente alors l'artisanat dans le PIB? Est-ce qu'on sait? Selon le ministère en charge de ce secteur, l'artisanat représente 15% du produit intérieur brut ivoirien. Merci Christelle. À présent, c'est l'heure des bons plans de Soraya. Soraya, vous nous parlez ce soir de leasing. Dites-nous tout. Alors Justine, le leasing vous permet de louer un véhicule en contrepartie de ce qu'on appelle un loyer. Alors c'est un versement mensuel que vous allez faire à une institution bancaire qui est souvent en collaboration avec un concessionnaire et à partir d'un certain délai, vous avez même une option d'achat. En d'autres mots, on pourrait dire que c'est une location-vente. Exactement Justine, c'est de la location-vente, à moins que vous ne décidiez de changer de véhicule. À ce moment-là, vous recommencez tout le processus à zéro. Et en quoi est-ce que ce moyen de paiement est-il avantageux ? Alors, il est avantageux déjà pour toutes les personnes qui ne peuvent pas s'acheter un véhicule du premier coup comme ça. Avec le leasing, vous pouvez payer petit à petit, mois après mois. Et il y a même des concessionnaires qui proposent des leasings avec 0% d'apport initial. Et c'est aussi une très bonne option pour toutes les personnes qui aiment bien renouveler leur voiture régulièrement. Le leasing, il faut le dire, est un mode de paiement qui est de plus en plus répandu et c'est bien pour ça que les offres se multiplient à l'image de cette campagne. Une campagne qui nous propose d'acquérir un véhicule à partir de 98 000 francs CFA par mois pendant 60 mois et vous avez une large palette de véhicules qui vous est proposée. Vous pouvez choisir le véhicule que vous voulez en fonction de vos besoins. Vous avez ensuite une autre campagne qui vous propose cette fois-ci l'achat d'un véhicule à partir de 243 000 francs CFA par mois, toujours pendant 60 mois, avec quelques petits bonus en plus. 1 an de lavage auto gratuit, 1 an de péage gratuit, 6 mois de carburant gratuit. Voilà. Et vous avez aussi une banque qui vous propose une solution de crédit bail à un taux de 7,5%. Et cette banque est en collaboration avec plusieurs concessionnaires. Vous pouvez rembourser ce prêt entre 37 et 60 mois et vous avez dans cette formule une assurance auto et même une assurance décès incluse. Alors je précise quand même que toutes ces offres dont je vous ai parlé ne sont pas d'actualité, elles sont déjà passées, mais il est important de surveiller ce genre d'offres parce qu'elles sont très récurrentes. Mais quelles sont les conditions pour souscrire à un leasing? Le leasing est destiné tout d'abord aux entreprises et aussi aux particuliers, mais la condition première pour tous les particuliers, c'est vraiment d'être salarié. Il faut justifier d'un revenu mensuel. D'ailleurs, on vous demandera vos 3 derniers bulletins de salaire, on vous demandera aussi vos 6 derniers relevés de compte et on vous demandera surtout un engagement de domiciliation de salaire partiel ou total si vous n'êtes pas client de l'établissement bancaire ou financier qui propose ce leasing. Merci Soraya et avec vous, c'est la fin de la première partie de RTI Mani. Mais RTI Mani se poursuit dans quelques instants après la pub. Chaque jour, ils travaillent dur pour leur famille et pour leur pays. Aujourd'hui, une nouvelle ère a commencé pour ces travailleurs indépendants. Désormais, ils seront protégés eux aussi. Grâce au nouveau régime social des travailleurs indépendants, ils vont bénéficier d'une pension de retraite et d'un revenu en cas d'incapacité et de maternité. Comme eux, venez vous enrôler dans les agences CNPS ou sur le site www.cnps.ci. La CNPS, maintenant c'est pour tout le monde. Chaque jour, nous accompagnons des millions d'Africains à relever les défis du quotidien, à préparer et assurer l'avenir de leurs enfants, à
se déplacer en toute sécurité, à prendre soin de leur santé et plus encore. Pour tous ces besoins, ils peuvent compter sur l'expertise de plus de 20 ans d'un groupe panafricain et présent dans plus de 50 pays à travers le réseau Globus. Souscrivez à une de nos solutions. Activa, passionnément client. Vous êtes devant RTI Money et vous faites bien, car dans quelques instants, j'ai rendez-vous avec l'invité cash de cette semaine, Youssouf Fadiga, directeur général de la BNI, la Banque nationale d'investissement. Mais pour l'instant, c'est l'heure du Money Time. Et cette semaine, focus sur la notion de réassurance. Regardez. La mission principale d'une compagnie d'assurance est de protéger les biens et les personnes contre les événements inattendus de la vie, tels que les accidents, les incendies ou la maladie. Mais de très gros sinistres ou un enchaînement d'incidents dans la même période peuvent mettre à mal les caisses d'une société d'assurance et l'empêcher d'assumer ses responsabilités. Pour assurer leur sécurité financière et celle de leurs assurés, certaines compagnies optent alors pour la réassurance. La réassurance ou assurance secondaire est une opération à travers laquelle une maison d'assurance ordinaire s'assure elle-même auprès d'une société spécialisée appelée compagnie de réassurance. Cette société prendra en charge tout ou une partie des risques que lui aura préalablement cédé la compagnie d'assurance. C'est pourquoi on dit de la réassurance qu'elle est l'assurance des assurances. À l'origine, cette opération concernait de très gros risques comme les crashs d'avions, les naufrages, les catastrophes naturelles ou la destruction de très grandes usines, etc. Mais aujourd'hui, elle prend en compte des risques moyens, notamment en assurance vie et maladie, des risques incendie ou automobile, etc. On parle dans ce cas de portefeuille de risques. La réassurance est un marché qui a le vent en poupe. En effet, en 2020, l'industrie mondiale de réassurance pesait plus de 400 milliards de dollars selon le dernier rapport sur le marché mondial de la réassurance. Swiss Re, la compagnie suisse de réassurance, raflait la première place avec un chiffre d'affaires net estimé par l'agence de notation financière AM Best à plus de 40 milliards de dollars. Elle est suivie par Munich Re avec plus de 37 milliards de dollars et Hannover Re qui affichait un peu plus de 25 milliards de dollars. Mis à part l'Afrique du Sud, la réassurance est encore récente en Afrique. Les quelques 35 compagnies africaines de réassurance ont encaissé en 2019 6 milliards de dollars, soit plus de 3200 milliards de francs CFA en primes réassurance non-vie. À peine 3,5% du marché mondial selon la FANAF. Le leader continental, Africa Re, domine le marché avec un chiffre d'affaires de plus de 300 milliards de francs CFA en 2020. Presque toutes les compagnies d'assurance ont un programme de réassurance, le but ultime étant de réduire leur exposition aux pertes. Pour assurer ce rôle de dernier rempart, les compagnies de réassurance, elles, doivent avoir une tirelire pleine de cash et une solvabilité irréprochable évaluée par les agences de notation financière. Au sein de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, CIMA, qui compte 14 pays dont la Côte d'Ivoire, le capital minimum requis lors de la création d'une société de réassurance est depuis 2015 fixé à 10 milliards de francs CFA, hors rapport en nature. Un montant bien plus élevé qu'en France, où il est demandé environ 524 millions de francs CFA. Mais des pays à risque, comme le Zimbabwe, mettent la barre très haute avec un capital de départ exigé de plus de 40 milliards de francs CFA. Il est le directeur général de la BNI, la Banque nationale d'investissement, et il nous fait l'amitié d'être l'invité de ce numéro de RTI Money. Youssouf Fadiga, bonsoir. Bonsoir Justine. Voilà maintenant 3 ans que vous dirigez la BNI. Quelles sont ses missions depuis qu'elle est passée de CAA à BNI? Il faut dire que la Caisse autonome d'amortissement CAA a été créée en 1959, c'est-à-dire une année même avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et cette structure avait en charge, à l'époque, la gestion de la dette publique et aussi les activités de financement. Donc, au début des années 2000, il y a eu une vaste réforme qui a été opérée et toute l'activité de gestion et de banque, j'ai envie de dire classique, a été transférée à l'entité qui a été créée à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Banque nationale d'investissement.
et l'activité de gestion de la dette publique a été transférée au Trésor, qui est aujourd'hui une grosse entité, une grande direction au niveau du Trésor public de Côte d'Ivoire. Et donc depuis 2017, il y a eu de nouvelles orientations qui ont été données par les autorités, qui se résument en 3 principaux axes. Le premier, c'est de participer à la financiarisation de l'économie. Le deuxième, c'est de financer les PME. Et puis le troisième axe, c'est d'accompagner l'État sur l'ensemble de ces problématiques. Qu'est-ce que vous financez vis-à-vis de l'État? Vis-à-vis de l'État, il y a plusieurs choses que nous finançons. La première chose, c'est l'État même a ses projets propres et fait appel très souvent au marché monétaire ou au marché obligataire. Donc nous participons à ces levées de fonds que l'État fait sur les marchés financiers. Vous êtes d'abord ce qu'on appelle en priorité ou vous postulez comme tout le monde? Nous postulons comme tout le monde. Nous postulons comme tout le monde parce que c'est un marché qui est ouvert. Et c'est un marché qui est extrêmement liquide aujourd'hui. Maintenant, nous finançons aussi d'autres projets de sociétés qui ont des marchés avec l'État. Des marchés de construction de routes, des marchés de réhabilitation d'écoles, etc., de construction d'universités, où l'État passe un marché avec un opérateur privé qui vient nous voir et que nous finançons. Donc voilà un peu les différents types de financement que nous octroyons, soit directement à l'État, soit à des entreprises qui ont des marchés avec l'État. Est-ce que vous octroyez des crédits plus facilement à des secteurs que d'autres? Traditionnellement, nous finançons beaucoup le secteur agricole parce que, comme les autorités l'ont toujours dit depuis le père fondateur de la Côte d'Ivoire, l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Et donc, pour cela, étant donné que nous sommes banque nationale, nous finançons ce secteur de façon massive, notamment le secteur du café-cacao. C'est à peu près un peu plus de 100 milliards que nous investissons dans ce secteur tous les ans. Et lorsque nous prenons le taux de rotation, c'est entre 300 et 400 milliards que nous investissons dans le secteur du cacao. Alors, en plus de cela, nous finançons l'ensemble des secteurs, que ce soit le secteur industriel, le secteur des services, etc., de l'économie. Le plus important pour nous, c'est de financer des clients que nous pensons bancables, des clients qui peuvent apporter de la valeur ajoutée aujourd'hui à l'économie. Et de ce point de vue, il y a un secteur qui est de plus en plus stratégique pour l'État de Côte d'Ivoire, qui est le secteur de l'ANACAD, dans lequel nous investissons également. Vous accompagnez le secteur agricole, mais on sait que dans ce secteur-là, tout le monde n'est pas forcément solvable. Comment est-ce que vous faites? Nous faisons nos tris, nous avons nos critères. Oui, quels sont-ils? Déjà, il faut être une entreprise, puisque nous parlons des entreprises en particulier. Formalisées. Alors qu'on sait que la majeure partie des entreprises en Côte d'Ivoire n'est pas formalisée. Nous travaillons sur ce point justement pour amener les entrepreneurs à passer à travers un certain nombre j'ai envie de dire, entre les mains d'un certain nombre d'experts qui connaissent bien les rudiments de la gestion d'entreprise, de la finance d'entreprise, etc., de la comptabilité, du droit, et pour les aider justement à la formalisation de leurs entreprises et à monter un business plan qui permet de venir soutenir quelque chose de plus crédible, en tout cas, auprès de nos différents conseillers et chargés d'affaires, pour nous permettre de les financer. Quel est le coût du crédit chez BNI? Le coût du crédit est lié au risque perçu ou réel de l'entreprise ou du projet. Alors, donc, ça peut varier de 5 à 12% selon l'entreprise. Donc, vous voyez un peu que l'écart est quand même assez important. Si nous prenons le secteur de l'énergie, je veux dire que ce sont là des entreprises qui sont dans des secteurs qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui ont des représentations partout. Ce ne sont pas des entreprises qui vont disparaître du jour au lendemain. Et nous maîtrisons aussi le cycle d'activité, etc. Nous savons déterminer les flux de revenus, la capacité de remboursement, etc. Et donc, du coup, ça minimise le coût du crédit pour ce genre d'entreprise. En fait, quand je vous écoute, vous ne prenez pas de risques. Non, les banques ne prennent pas de risques. Nous prenons des risques mesurés. Nous, ce que nous disons, c'est que les banques ne sont pas outillées pour financer un certain nombre d'entreprises. Alors, il y a plusieurs types, justement, de financement. Et donc, il est important, selon la phase d'évolution de sa structure, de faire appel à tel ou tel type de capitaux qui peuvent justement permettre, selon la phase de développement de l'entreprise, d'aller beaucoup plus loin. Et le financement bancaire n'est pas forcément le financement le plus adapté lorsqu'on démarre tout de suite une entreprise, parce qu'il y a des mensualités. Le crédit bancaire est basé sur des mensualités qui peuvent être plus ou moins longues, qui peuvent être plus ou moins importantes. Et si vous êtes une PME qui vient de commencer son activité, il peut arriver, c'est la vie de l'entreprise, il y a des hauts et des bas. Et lorsque vous rentrez dans le bas, que vous n'êtes pas capable de rembourser votre crédit, bon, ça peut être un peu difficile. Quelles sont les perspectives de la BNI?
Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons un plan stratégique que nous finissons cette année qui s'appelle Excellence 2021 et qui était extrêmement ambitieux. Mais nous sommes dans la phase de mise en place d'un nouveau plan stratégique 2022-2026. Et je ne vais pas m'avancer là-dessus puisque c'est le conseil d'administration, il faut respecter les structures de gouvernance, qui va fixer le cap pour les 5 prochaines années. Et nous sommes nous attendons avec beaucoup d'impatience ces orientations parce que je pense que ça va permettre de donner un nouveau cap à la banque qui a déjà beaucoup fait au cours des 5 dernières années. Et nous pensons que les 5 prochaines années sont encore plus prometteuses. Youssouf Fadiga, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci Justine, merci pour l'invitation. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément clients, vous ont offert RTI Money.